Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Briguelli. Bonjour, Monsieur Briguelli. Bonjour Raphaël. Alors, je rappelle brièvement votre parcours assez riche. Donc, vous êtes agrégé de lettres. Vous avez été professeur au lycée, au collège, dans les classes préparatoires. Vous êtes également essayiste et romancier. Et vous avez notamment écrit La fabrique du crétin, qui décrit par le menu la mort de l'école avec un grand E telle qu'on a pu la connaître. Alors, aujourd'hui, je voulais discuter de ce qui s'est passé en France il y a quelques semaines, donc fin juin, début juillet, ce qu'on a pu appeler les émeutes suite à la mort du jeune Naël après une interpellation. Et donc, cette mort a entraîné, donc, chacun trouve le mot qui lui convient, des émeutes, des pillages, des scènes de guérilla. Et donc, on a vu des écoles, des mairies qui ont brûlé, des bibliothèques, j'ai vu une scène de gens avec des calaches sur des centres, des toits de centres commerciaux. Euh, En fait, je pense que la nouveauté de ces émeutes, on l'a déjà dit et répété, c'est qu'elles étaient répandues en France, pas du tout localisées. Donc, on a vu les banlieues des grandes villes, mais aussi les villes plus moyennes ou les communes. Et la raison pour laquelle je voulais discuter avec vous, c'est que vous venez du monde de l'éducation, et je pense que vous avez une perspective que peut-être les hommes politiques ou les spécialistes de la sécurité, comme on dit, n'ont pas forcément. Donc, vous avez écrit un article dans le magazine Causeur où, alors je vais citer vos mots, vous appelez à une reconquista des territoires perdus de la République et vous faites la liste des mesures qui sont à prendre, selon vous, de manière urgente. Alors, est-ce que vous pourriez décrire ces mesures? Alors, il faut partir de deux observations, une en amont, l'autre en aval. En amont, il est évident que là, il y a eu une coordination très précise de toutes les opérations. Alors, vous dites guérilla, pillage, peu importe le terme, euh, tout s'est passé au même moment dans toute la France. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il y a eu un chef d'orchestre, mais il y a eu en tout cas une connexion de l'information extrêmement rapide et efficace. Et deuxièmement, en aval, ces émeutes ont cessé tout aussi brutalement. C'est-à-dire que là aussi, il y a eu un mot d'ordre. Alors, j'habite Marseille, il y a eu des pillages conséquents dans le centre-ville. Il est évident que ces pillages ont cessé au moment où les narcos, qui contrôlent les quartiers, et en même temps les islamistes qui contrôlent ce que les narcos leur laissent, ont sonné le holà en disant ça suffit, il faut que les affaires reprennent. Ce que ça signifie en clair, c'est que, un peu comme ce qui se passe en Angleterre actuellement, des groupes veulent absolument un émiettement de la République de façon à euh, proclamer leurs lois dans des zones précises. Il s'agit à la fois de particularisme ethnique, religieux, etc., mais surtout d'une communautarisation accélérée. Ils veulent une France éclatée façon puzzle, vous voyez, comme Mhm. on dit dans Tonton Flingueur. Il est évident que, de ce point de vue-là, je rappelle qu'en Angleterre, il y a des zones dans lesquelles le gouvernement anglais a accepté que la charia s'applique sur les délits mineurs, hein, et ce sont des tribunaux religieux qui disent le droit. Je vous rappelle que hier ou avant-hier, à Toulouse, quatre petites frappes ont défiguré à vie une jeune femme parce qu'ils estimaient que sa tenue dans le centre-ville de Toulouse, hein, était impudique. Il faut bien comprendre que là, on a passé un cap. Il ne s'agit plus uniquement de gosses perdus, etc. Il s'agit d'une offensive majeure contre notre civilisation. Il y a en face une décivilisation, comme a dit l'autre, qui est à l'œuvre, quelque chose qui, pour le moment, ne dit pas son nom, mais qui s'appelle justement la foi et le business. Les deux peuvent être tout à fait reliés. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, et très très vite, hein, et avec des moyens puissants et sans pitié, reconquérir ces territoires, sinon ces territoires nous conquérons, nous. Alors, on va voir comment on peut les reconquérir, mais je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le duo en fait, entre business et religion. J'ai l'impression, cette fois-ci, mais c'est mon opinion, parce que j'ai entendu
Éric Zemmour et tous les gens qui lui sont affiliés parlaient toujours de la même. Enfin, il y a des choses qui disent qui sont vraies, mais tu vois, l'islamisation des quartiers, etc. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est vraiment les trafiquants qui ont eu le mot d'ordre. C'est-à-dire le mot de la fin, ceux qui ont sifflé la fin de la partie, c'est vraiment eux. C'est-à-dire que euh, j'avais entendu certaines analyses de Auberton ou Rougiron qui disaient que à très court terme, c'est nocif pour leur business, ces émeutes, mais que déjà, ça leur permet de se venger des stupes, des descentes des stupes, mais surtout, ça envoie un message très clair parce que les jeunes qu'on a vus à l'œuvre n'avaient pas vraiment d'armes cette fois-ci. C'était des mortiers, etc. Mais le message que les trafiquants d'armes ont envoyé, c'est que il faudra réfléchir à 10 fois avant d'aller dans ces quartiers, parce que la prochaine fois, ou une des prochaines fois, ça sera plus des mortiers, mais ça sera des armes de guerre, en fait. Donc, ce qu'on sait qu'elles circulent en banlieue. Et j'ai l'impression que c'est surtout eux maintenant qui ont le levier, en fait. Les armes de guerre circulent partout, hein. Depuis la brillante opération que l'OTAN a lancée en Serbie en 92-93, contre tous les règlements internationaux d'ailleurs, des dizaines de milliers d'armes de guerre, hein, des AK-47, etc., circulent et sont disponibles à des tarifs cassés, hein. Pour 300 euros, vous avez une calache et 2 chargeurs pleins. Voilà, vous avez de quoi faire une centaine de morts, hein, sans aucun problème. Donc, très souvent, moi, je le vois à Marseille, vous avez des points de deal qui sont à 50 mètres d'un commissariat. Et vous avez raison, les narcos ont dit, vous voyez, là, nous ne leur avons pas donné d'armes. La prochaine fois, nous les armons et la prochaine fois, il y aura des morts. Il faut dire d'ailleurs qu'ils n'hésitent absolument pas à envoyer des gosses en avant se faire tuer, hein. Mm. Il est donc évident, face à une opération de guerre, qu'il faut riposter avec les moyens de la guerre. Ce n'est pas une idée qui m'est personnelle. Je rappelle que la sénatrice de gauche, Samia Ghali, issue des quartiers nord de Marseille, préconisait il y a déjà plusieurs années d'envoyer la Légion étrangère dans les quartiers pour rétablir l'ordre. Actuellement, c'est bien plus que la Légion qu'il faut envoyer. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est détruire ces quartiers, les détruire, les ventiler complètement. Et moi, ma proposition, mais elle est discutable, c'est de répartir sur l'ensemble du territoire, par exemple dans la diagonale du vide, dans laquelle il n'y a quasiment personne, tous ces gens qui, regroupés, constituent une force et qui, éparpillés, ne constitueront plus rien. En fait, ce que vous voulez, c'est retirer de l'équation la variable communautaire ou ethnique. Voilà. Vous voulez Euh, dispatcher ces gens-là. c'est pareil au niveau scolaire. On a trouvé très intelligent de construire des ghettos scolaires à l'intérieur des ghettos sociaux que l'on avait élaborés dans les années 60-70. Les gosses n'ont que 50 mètres à faire entre chez eux, le collège, et du collège jusqu'au point de deal dans lesquels ils font les guetteurs ou les fourmis. Je vous rappelle qu'un élève de sixième peut se gagner 100 euros par jour, hein. Je veux dire, Mm. c'est bien Mm. au-delà de ce que gagnent leurs parents d'ailleurs, hein, à tout point de vue, quand ils ont leurs 2 parents. Et c'est ce qu'il faut éliminer véritablement. Le deuxième point, il est évident qu'on ne va pas continuer à travailler comme ça tant que le shit reste interdit. Il faut que l'État le prenne véritablement sous son aile et gagnera de l'argent avec, hein, il gagnera des sommes considérables. Le marché du shit en France, c'est 2 milliards d'euros par an, hein, dont Ouais. 700 millions rien que pour Marseille. Il y a de quoi mettre de la garniture sur le couscous, là, hein, tout point de vue. Et Donc, vous dites que l'État devrait prendre à son compte la vente. oui, alors il ne le fait pas pour des raisons policières, c'est-à-dire on part du principe que si on enlève aux trafiquants cette manne, ils chercheront des sources de revenus ailleurs. Ils multiplieront les attaques contre les personnes, etc. Oui, à condition qu'ils restent dans les forteresses qu'ils se sont fabriquées, hein. La cité de la Castellane à Marseille, par exemple, c'est un vrai château fort dans lequel on ne peut pas circuler. C'est construit comme un château fort. L'architecte qui a conçu ça dans les années 60 devrait être pendu, véritablement, hein. Enfin, c'est une incitation à la parcellisation du territoire. Mais il faut absolument les détruire exactement comme les Allemands ont détruit en 42-43 les quartiers
les plus misérables du port de Marseille. Ils ont donné 2 jours aux gens pour se barrer. Alors donnons-leur une semaine et détruisons ces nids de destruction. Mais concrètement, parce qu'il faut parler concret, euh, si on applique cette mesure, donc ça serait l'armée. Oui, je vois pas, la police n'a pas les moyens, hein, n'a Et pas les ça moyens, pose des n'a problèmes. pas les C'est-à-dire que, hommes non plus. alors, oui, la police, c'est sûr que ça me paraît un peu léger, mais l'armée, ça voudrait dire que, donc forcément, il y aurait des morts, forcément, il y aurait, parce qu'on a parlé des armes, donc là, il y aurait les armes lourdes qui seraient sorties du côté des trafiquants, parce que là, ils ne seraient pas du tout contents qu'on vienne les chercher. Et euh, donc, il y aurait des morts, donc l'état d'urgence, hein, ça veut dire. Et euh, ça serait quand même, on passerait à une autre dimension dans le sens où l'armée tirerait, parce que là, il faut être clair, il y aurait des tirs et il y aurait des morts. L'armée tire sur ses concitoyens, en fait. C'est ça qui. Ah, il va falloir être clair, si on ne fait rien, à la prochaine fois, il y aura des tirs et il y aura des morts. Voilà, Hmm. et dans la population civile. Il faut bien imaginer le degré d'ensauvagement de ces banlieues. Et c'est partout en France, partout. C'est-à-dire que le message qui a été envoyé, c'est que les narcos et au second plan les islamistes ont les moyens de fabriquer des émeutes où ils veulent, quand ils veulent et pour la durée qu'ils veulent. Mhm. C'est cela qu'il faut arriver à éradiquer. Alors je ne pense pas que ça fasse tellement de dégâts parce que les narcos ne sont pas totalement idiots. Ils ne s'affronteront pas à des troupes parce qu'ils y laisseraient la peau. Hein. Vous savez, ce sont des gens qui sont très réalistes. Il faut éparpiller ces populations, il faut détruire les centres scolaires qui ont été fabriqués là et les reconstruire très loin. Vous savez, l'humoriste Alphonse Allais proposait de reconstruire les villes à la campagne. Bien, je suis absolument partisan, moi, de ce qu'on appelle les internats d'excellence, c'est-à-dire des internats dans lesquels les gens sont pensionnaires et sont formés précisément, construits au fin fond du Larzac, s'il le Hmm. faut. Vous voyez. Mais essayer de briser ce mécanisme de groupe. Dans mon prochain livre qui sort donc dans 3 semaines maintenant, qui s'appellera L'école à 2 vitesses, je fais un certain nombre de propositions dans le sens de la mixité scolaire, la vraie mixité scolaire, hein, pas saupoudrée un petit peu par-ci par-là, c'est-à-dire en fonction des capacités des uns et des autres. Parce que je ne crois pas un seul instant que ces gosses des banlieues perdues soient tous totalement idiots. Hein. C'est sûr. Il faut leur donner une vraie chance d'aller au bout de leurs capacités, et au bout de leurs capacités, ce n'est pas le bout du canon du fusil. Et donc, ça serait des déménagements. Donc, c'est pas forcément les familles que vous déménageriez, ça serait les enfants. On pourrait déménager aussi les familles, hein, quand il y a des familles d'ailleurs. Il faut absolument à nouveau responsabiliser les parents. Je vous rappelle qu'il y a un délit de délaissement d'enfants qui n'est plus appliqué depuis des années, des années, des années. Vous n'avez pas le droit, quand vous êtes parent, de laisser un mineur dans la rue. Voilà, passer une certaine heure. Vous n'avez pas le droit, c'est un délit. On peut les arrêter et vous convoquer pour venir les chercher au poste de police. Il faut d'une façon ou d'une autre appliquer la loi dans ce qu'elle a de plus robuste, véritablement, sans que ce soit forcément coercitif. Mais faire la guerre, si je peux dire, aux fauteurs de guerre, ça me semble quelque chose d'absolument essentiel si nous voulons maintenir la civilisation telle que nous la connaissons. Parce qu'en face, ce n'est pas la civilisation, c'est la barbarie. C'est sûr, je suis d'accord avec vous, j'essaie juste de. J'imagine en fait comment ça pourrait. Parce que concrètement, vous forceriez en fait les familles, si elles Oui, existent, oui, ou oui, les enfants à déménager. Ça serait oui, forcé. Vous absolument. imaginez déjà, bon, c'est pas un drame, mais Ah, je vous rappelle qu'il y a des tas de pays qui le font. Je vous rappelle que les Australiens, par exemple, leurs immigrés, ils les mettent dans une île qui est à 1000 kilomètres de leur continent. De la même manière, les Danois n'acceptent des immigrés que s'ils parlent danois, s'ils ont un emploi, etc. Les Italiens ne leur ouvrent aucune subvention. Les Espagnols en font autant maintenant. Il n'y a que la France qui est bonne fille. Vous savez, la bonne fille, c'est
celle qui est ouverte à tout le monde, hein, en quelque sorte. Bon, alors il va falloir être un tout petit peu sérieux, utiliser ce qui nous reste d'autonomie à cause des lois européennes que nous avons signées malgré le non au référendum en Mhm, 2005. mhm, Il faut bien comprendre que tout ce qui se fait actuellement, c'est fait contre l'assentiment du peuple français. Il mhm. faut que le peuple français reprenne ses droits. On peut d'ailleurs très bien imaginer un nouveau référendum interne sur la question. Je ne suis pas le seul à le proposer, hein, et Dieu sait que je ne suis pas forcément ami avec ceux qui crient au référendum depuis toujours, mais il faut bien saisir que c'est vraiment un choc des civilisations, comme le disait Samuel Huntington, et que si nous ne voulons pas y rester, il faut d'une façon ou d'une autre que nous prenions des mesures, et des mesures extrêmement énergiques. Vous, vous, vous pensez que dans le paysage politique actuel, il y aurait des gens, enfin des hommes politiques, des hommes ou des femmes politiques qui auraient la vision et le courage pour implémenter ces mesures? Vous savez, en 1940, jusqu'au 18 juin, il y avait personne qui, dans le paysage politique, semblait à même de s'opposer aux Allemands et aux collaborateurs. Bon, eh bien, dans des circonstances exceptionnelles, je crois que des gens exceptionnels émergent et que nous avons la possibilité, non certainement pas dans le personnel politique actuel, qui est d'une prudence, voire d'une lâcheté, voire d'une compromission absolument exemplaires, chacun prêche en quelque sorte pour sa circonscription. Mhm, Mélenchon se lance dans des diatribes antisémites pour plaire à ses élus de Seine-Saint-Denis. Nous vivons une période assez méprisable quand même, hein, mais je crois que dans une période de danger absolu, vous savez ce qui s'est passé en 1791, au moment où on a décrété en quelque sorte la France en danger. Eh bien, la France est en danger et mérite des mesures qui soient du même ordre que celles de la Révolution. c'est assez clair en tout cas. Donc, je vais essayer de résumer pour finir, résumer les mesures. Donc, on parle de déménagement, ou en tout cas de dispatch, je ne sais pas comment dire en français, de De dilution dilution, forcée. exactement. Dilution de familles ou d'enfants dans des endroits un peu. Vous avez appelé ça la diagonale du vide. C'est de quelle région vous parlez? Ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est une diagonale qui existe en France, qui est extraordinairement peu peuplée, qui part en gros des Ardennes et qui finit au sud du Massif central. Ok, ouais. Et dans laquelle il y a une population en nombre d'habitants au mètre carré qui est absolument dérisoire. Alors, bien sûr, ils n'ont pas demandé forcément à ce que des trublions arrivent chez eux, mais suffisamment dispersés. Ils doivent, à mon avis, pouvoir contrôler la situation. Quand vous avez euh, 50 000 racailles dans une ville, c'est beaucoup. Quand vous en avez deux dans un village de 200 personnes, ces deux ferment leur gueule. Complètement. Ah, c'est la loi démographique, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la première mesure. Donc, il faudrait, bon, après, je ne sais pas comment. Ouais, il déménageait. Moi, je trouve ça très, très bonne idée. C'est juste, on aurait évidemment les médias. Et puis, vous imaginez aussi, parce qu'il faut aussi anticiper les suspects classiques, hein, donc l'Union européenne, l'ONU, les médias en France, grand public, qui seraient là à mettre une pression énorme sur le pouvoir en place. Et enfin, je vous rassure, hein, les Australiens se fichent des médias, les Chinois se fichent des médias, les Russes se fichent des médias. Quand on a une situation qui est extrêmement délicate, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut garder une bonne réputation, les mains blanches et la laine fraîche, ou est-ce qu'on veut prendre à bras le corps le problème de façon à le résoudre? Voilà, c'est chacun face à ses responsabilités. Sinon, je le dis, hein, j'invite vraiment mes concitoyens à partir eux-mêmes des centres-villes, laisser les centres-villes aux racailles et constituer des bantoustans de céfrans sous chiens dans des zones perdues en espérant que, on pourra y vivre en paix quelque temps. Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? Bien évidemment, non. Ce que l'on veut, c'est récupérer la France en tant qu'entité politique, entité culturelle, entité linguistique, et éliminer
tout ce qui va à l'encontre de ses intérêts et de son existence même. C'est comme une plaie, comme une infection qu'il faut absolument guérir, sinon euh, on finit avec une septicémie. Donc pour vous, il est minuit moins 5, quoi, en gros. Pour, Oui, il est minuit moins une. Je dis ordinairement, nous sommes en 1788. Si on ne fait rien, alors je ne m'attends pas que le roi en place fasse quelque chose. Non, ça Il c'est est sûr. aussi incompétent que Louis XVI. Si on Uhum. ne fait rien, dans 1 an, 2 ans maximum, ce pays sera à feu et à sang. Donc, je préfère encore prendre des mesures fortes, hein, avant qu'on soit obligé de prendre des mesures atroces. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Je partage votre alarmisme. Alors, donc 10 pages des familles ou des enfants dans cette diagonale du vide et appel de l'armée pour Qu'elles servent à quelque chose, ma foi. c'est ça. On a 100 000 hommes sous les drapeaux, des vrais professionnels. euh, Autant les utiliser, puisque de toute façon, on les retire de tous les champs d'opération dans lesquels ils étaient impliqués. Autant les utiliser chez nous. Hein. Merci. C'est sûr. Et donc voilà. Et en termes d'hommes politiques, vous dites, vous pensez pas que maintenant concrètement il y a un nom qui sorte du lot. Enfin, moi, j'en vois pas. Je pensais peut-être à Asselineau parce qu'il a une très bonne analyse de la nocivité de l'Union européenne, mais il aborde peu ces Non, sujets. je pense qu'actuellement, il faut trouver des gens qui soient jeunes, dynamiques, qui en veuillent et qui aient effectivement, Asselineau a d'excellentes analyses, mais c'est un homme du passé, comme moi Hmm. d'ailleurs. Hein. Là, il ne faut pas barguigner. Il faut trouver des hommes neufs, des hommes, euh, si je puis dire, dynamiques, hein, et des hommes qui aient une vision. Hein. Alors, ils peuvent avoir tous les âges. Hein. Ça, c'est pas, je suis pas fixé sur. Mais regardez, les révolutionnaires, les vrais révolutionnaires, ils avaient une trentaine d'années au maximum. Hein. Alors, à une époque où on mourait plus tôt, mettons que entre 30 et 40 ans, on doit pouvoir trouver en France un certain nombre de gens qui partagent ces analyses et qui arriveraient à avoir les moyens de conviction qui permettrait de les partager avec tout le reste de la population, qui, à mon avis, les partage largement. Il faut bien comprendre que bon, il faut aller dans le sens de l'intérêt véritablement général à assez court terme, hein, parce que à très court terme, vous le dites, les émeutes d'il y a 15 jours, ce sera rien par rapport à ce qu'il est possible d'imaginer. Je vous remercie, Monsieur Brigelli. Je vous remercie surtout Merci à vous. pour votre franchise, et on va finir là-dessus. J'espère que on aura un homme ou une femme jeune, si possible pas du young leadership, hein, mais qui ait le courage et la vision d'implémenter ça. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.